Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur CNC. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on passe de la programmation au mouvement précis des axes. Pour commencer, j'aimerais vous présenter le fonctionnement de ce moteur tout à fait spécial. Il s'agit d'un moteur pas à pas qui fonctionne un peu différemment qu'un moteur standard que l'on peut trouver dans nos visseuses. Celui-ci va utiliser un arrangement de bobines inventé en 1936 par un Français qui permet à chaque cycle de tourner le rotor d'un angle précis. On peut alimenter un de ces 4 fils à la fois, comme on le voit sur le schéma, et l'ordre dans lequel on le fait va déterminer le sens de rotation. Ce qui peut s'apparenter au système nerveux de la CNC sont ces automates qui peuvent capter une pression sur les tapis de sécurité, lever les butées ou même activer le moteur de la broche. Ces appareils sont vraiment tout bêtes. Tout ce qu'ils font, c'est transformer les informations données par l'ordinateur en signaux électriques. Ce qui pilote les axes, ce sont ces drivers ou amplificateurs qui sont que des automates sous stéroïdes. Ceux-ci peuvent délivrer une puissance beaucoup plus élevée et possèdent aussi une intelligence qui leur permet de savoir la position de l'axe ainsi que de combien de pas il faut les tourner pour arriver à la position désirée. Lors de l'exécution d'un programme, l'ordinateur va envoyer au driver la position de l'axe désiré et le driver, lui, va s'occuper du reste. Il va alimenter les bobines dans le bon ordre et le moteur, lui, va lui renvoyer une information sur sa position. C'est bien beau tout ça, mais une fois que la machine est lancée, elle possède beaucoup d'énergie. Pour éviter de se tuer, les CNC sont équipés de dispositifs de sécurité comme ces tapis ou ces bumpers pour éviter les collisions avec un homme. Chacun possède leurs avantages comme leurs inconvénients. Les tapis permettent une vitesse de déplacement beaucoup plus élevée, alors que les bumpers ont besoin de beaucoup moins de place. Mais ces systèmes ne sécurisent seulement l'avant de la machine. L'arrière est sécurisé à l'aide de barrières qui, lorsqu'elles sont ouvertes, déclenchent la machine. C'est pourquoi il est interdit d'accéder à l'arrière de la machine sans passer par ces portes. Maintenant que nous sommes sûrs de pouvoir tenir debout, il nous faut savoir comment faire tenir la pièce sur la machine. Dans la majorité des cas, nos CNC sont équipés d'un système à dépression. Ceux-ci vont permettre une fixation rapide tout en laissant les 4 côtés de la pièce libres pour l'usinage. Comme nous le voyons sur l'image, la ventouse est trop grande pour la pièce à fixer. Par chance, les fabricants ont créé des ventouses plus petites pouvant convenir dans certaines situations. Mais malheureusement, certaines pièces ne peuvent tout simplement pas être fixées sur des ventouses. Et c'est pourquoi il existe également des étaux qui servent à fixer les pièces moins larges. La partie officielle de la vidéo est maintenant terminée. Il y a encore environ un petit quart d'heure de vidéo pour les motiver sur la programmation Woodwop. Il est venu le moment tant attendu, la programmation de la machine. Pour ce faire, je vais vous expliquer ce que font tous ces boutons sur l'écran, ainsi que la programmation d'une pièce en utilisant la plupart de ces boutons. Nous allons commencer par la partie vue de la pièce. Celle-ci contient des boutons pour changer la vue, depuis le haut ou l'avant de la pièce. Nous pouvons également simuler une symétrie sur les différents axes avec ces 2 boutons. Le repère orthonormé nous informe le sens de la pièce. Sur la gauche se trouvent 4 volets à onglets. De gauche à droite, nous avons plan et contour. Ici s'afficheront tous les contours programmés. L'onglet d'après correspond à la programmation des usinages. Nous y trouvons tous les perçages, fraisages et autres que nous avons ajoutés. Nous pouvons les mettre dans l'ordre que nous voulons en glissant avec la souris. L'onglet suivant est celui des variables. Elles servent à créer des programmes dites paramétriques pour gagner du temps sur la programmation. Par défaut, il s'y trouve les valeurs de longueur, largeur et épaisseur de la pièce finie. Le dernier onglet sert à l'insertion de macros ou en d'autres termes de sous-programmes. Il s'agit de sous-programmes pouvant être créés par l'opérateur également pour gagner du temps. Il s'y trouve par exemple le programme pour percer les charnières Bloom. Il est important de savoir comment fonctionne le système de coordonnées. Il s'agit d'un système d'axes comme on a pu voir à l'école primaire et son origine est en bas à gauche, ce qui veut dire que le point 00 se trouve ici. Lorsqu'on se déplace vers la droite, on augmente la valeur de l'axe X et vers la gauche on la diminue. Pareil avec la hauteur, plus on se déplace vers le haut, plus on augmente la valeur Y, et plus on descend, plus elle diminue. L'axe Z, lui, est caché. Il s'agit de l'épaisseur de la pièce. Le 0 correspond à la hauteur des ventouses. Un Z négatif va donc passer en dessous de celle-ci, et une valeur positive ne traversera pas la pièce. À gauche du volet à onglets se trouve une liste d'icônes correspondant à leur fonction. Car oui, la programmation a l'air compliquée, mais elle reste plus ou moins intuitive grâce aux nombreux symboles. Pour faciliter les explications, j'ai pondu ce plan avec des systèmes de cotation différents.
Certains arcs de cercle sont cotés par leur rayon, d'autres par leur point d'arrivée. Nous pouvons donc programmer notre pièce. Pour ce faire, nous allons commencer par introduire les variables. Ici, nous avons une pièce de 500 mm de long, donc nous tapons 500. Pour 300 mm de large, donc nous tapons 300. Et une épaisseur de 19 mm. Nous pouvons aussi taper 19. Jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, nous avons un calibrage à effectuer tout le tour de cette pièce. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très droite. Pour faciliter la chose, il est préférable de commencer par l'endroit où les formes sont le plus simples, par exemple au milieu de ce segment. La première étape à la création d'un contour est la définition de son point de départ. Pour ce faire, nous cliquons sur l'icône Contour, puis Point de départ. Ensuite, nous pouvons calculer le point central de ce segment à l'aide des variables. Pouvez-vous me dire quel sera le calcul? En effet, il s'agit bien de L sur 2. Et ensuite, la valeur Y pour ce point ici. Laquelle serait-elle? En effet, il s'agit bien de 0. La deuxième étape est la création d'une première ligne qui va aller jusqu'au coin en bas à droite. Nous choisissons celui-là car nous voulons aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que l'outil travaille en opposition. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'icône ligne droite avec un point final. Sauriez-vous me dire les coordonnées X et Y? En effet, vu qu'on est à la fin de la pièce, nous allons mettre comme coordonnées X, L, qui correspond à la longueur de la pièce, et Y, nous restons à 0. Le prochain point a été coté un peu différemment. Il y a un angle et une longueur. Il y a deux solutions pour programmer ce type de ligne. Soit tu te fais chier à calculer le point final avec la trigonométrie, soit tu vas réclamer au bureau technique pour un plan un peu plus détaillé que ça. Plus sérieusement, il existe bel et bien un bouton magique pour effectuer cette tâche, c'est celui-ci. Ligne droite avec angle et longueur. On clique dessus et nous pouvons donc rentrer la longueur et l'angle de celui-ci. Donc c'est ce qu'on va faire. 304.6 pour la longueur. Et l'angle, nous voyons sur plan qu'il est coté à 80. Et si je fais Enter, nous voyons qu'il n'est pas tout à fait juste. Woodwop va calculer les angles avec la prolongation du dernier trait, alors que sur mon plan, il est à l'intérieur de la pièce. Donc pour ce faire, la méthode que j'utilise personnellement, c'est essayer d'ajouter ou de soustraire 180 ou 90. Par exemple, 180 moins 80, ça me donne l'angle juste. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il est aussi possible de le faire d'une quatrième façon. En cliquant sur ce bouton, nous accédons à beaucoup plus d'options que nous pouvons cocher ou décocher d'après nos envies. Ici, vu que nous connaissons la position Y de la fin du trait, nous pouvons le sélectionner, mais cela va griser le bouton OK. En effet, le programme va vous empêcher de mettre des valeurs redondantes. C'est pourquoi il faut décocher la longueur de la ligne, car elle sera déduite de la valeur Y. Nous pouvons ensuite cliquer sur OK, et ici, dans la valeur de fin Y, nous pouvons mettre la largeur de la pièce, soit est là. Et cela va nous faire une droite précise qui s'arrête bien au bord de la pièce. Pour le troisième segment, la cotation va être un peu différente. Il s'agit bel et bien d'un trait droit, mais nous avons également les positions X et Y. Celles-ci seront à calculer car nous avons la position Y depuis l'arrière de la pièce et la position X est une addition de 3 cotes différentes. Donc nous cliquons sur l'icône point final. En valeur X, nous pouvons mettre l'addition de nos 3 cotes, donc 115 plus 135 plus 135. Et en Y, nous avons 10 depuis l'arrière de la pièce. Donc pour ce faire, nous devons faire LA moins 10. Et voici notre trait. La prochaine courbe est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Il s'agit d'un arc de cercle avec 3 points. Il existe une option pour faire ce type de courbe qui s'appelle arc 3 points. Elle a en paramètre 2 points qui sont le point final et le point intermédiaire. Nous avons de nouveau notre cote de 115 depuis la gauche de la pièce, donc nous pouvons simplement rentrer 115. Et la cote depuis le haut de la pièce, qui est les mêmes 10 mm qu'avant, donc nous devons à nouveau taper LA-10. Ensuite, le troisième point de la courbe a été coté de nouveau à l'aide de nos 3 cotes d'en haut, ainsi que de la cote des 270 depuis le bas de la pièce. Donc de nouveau, c'est pas plus compliqué, nous pouvons juste taper 115 plus 135.
Et en Y, du coup, tout simplement les 270. Et cela nous crée un arc de cercle à 3 points. Pour le prochain arc de cercle, nous avons la cote de son centre ainsi que de son point final. Il existe du coup une fonction pour ça, soit milieu point final arc. Elle nous demande en paramètre une position x et y du point final de la courbe. Dans notre cas, la position x a été cotée depuis la gauche, donc nous tapons 15. Et la position y est cotée de nouveau depuis le haut, donc comme avant, nous gardons LA moins 10. Pour le centre, nous voyons que nous n'avons qu'un seul paramètre. J'ai essayé avec le point I du centre, soit la position X, et ça n'a pas marché. C'est pourquoi nous allons choisir la position J ou sur l'axe Y. Et nous pouvons maintenant rentrer la position Y du centre du cercle. Il est aussi coté sur le plan, mais ici, il est coté à 10 depuis le haut. Donc LA moins 10. Maintenant, l'arc de cercle a la bonne forme, mais dans le mauvais sens. Pour inverser son sens, on peut aller dans direction et sens horaire petit arc. Et ensuite, il nous reste un dernier arc de cercle auquel nous avons le rayon et son point final. Donc pour ça, nous allons choisir rayon point final arc. Sauriez-vous me dire quelles seraient les positions X et Y du point final? Et oui, c'est bien 5 pour X et LA pour Y. Et ensuite, nous pouvons coter le rayon. Nous voyons qu'il a été coté à 10 mm. Et maintenant, c'est que de la rigolade. Nous avons plus que 3 lignes droites à faire. Soit une jusqu'au bord en haut à gauche de la pièce. Donc ici, en X, il s'agit de 0. Et en Y, il s'agit de LA. Le prochain point est vraiment le plus facile. Duquel s'agit-il? Évidemment, 0, 0. Puis il nous reste le dernier trait à côté. Ici, nous allons le faire dépasser de 50 mm, car comme ça, quand la mèche va sortir, il ne restera pas de traces. Donc pour ceci, c'est également très facile grâce aux variables. Nous pouvons simplement taper L sur 2 plus 50. Et cela va nous faire notre ligne qui dépasse un peu notre point de départ. Maintenant, la machine ne sait pas quoi faire avec ce contour. Donc il faut lui programmer un fraisage, donc dans l'onglet fraisage. Et nous avons juste un fraisage vertical. Il nous demande le point de départ et le point final, donc nous cliquons sur la flèche, puis sur le point de départ de notre contour, et le point final se met automatiquement, et s'il ne se met pas automatiquement, il faut à nouveau cliquer sur la flèche, et cliquer sur le dernier point de notre contour. Si nous voulons être sûr de machiner en opposition, nous pouvons changer le sens de déplacement en cliquant là-dessus. Nous allons utiliser modifier la direction, car pour modifier l'outil, il faut paramétrer la machine et ça, on ne peut pas le faire. Donc, contre l'avance, modifier la direction. Ensuite, il nous faut également changer nos modes d'approche et de dégagement. Donc ici, vu que nous venons au milieu de la pièce, il faut que notre outil rentre comme ça, puis avance, soit latéral. Le mode de dégagement, c'est pareil, on veut qu'il arrive là et qu'il parte comme ça, donc en latéral. Et ensuite, la page, c'est le côté où l'outil va machiner. Là, on voit qu'il va machiner du mauvais côté du trait, donc nous devons mettre à droite. Et voilà. Ensuite, nous avons la valeur Z. En général, on la met à -3 pour éviter les éclats. Malheureusement, je n'ai pas la banque de données de l'ETML. C'est pourquoi je prends le premier outil qui vient, et ma foi, il va falloir admettre qu'il fait 18 mm de diamètre. Comme vous le savez déjà, l'épaisseur maximale que l'on peut machiner avec une mèche est son diamètre. Pour cela, nous devons le faire en 2 passes, une d'ébauche, une de finition. Et pour cela, nous allons modifier la distance au contour. Nous allons mettre 2 mm car c'est un bon compromis. Puis ici, nous avons des paramètres supplémentaires. Ici, vu que nous voulons faire une passe d'ébauche, nous allons le faire en 2 fois. Donc on va fraiser par étapes. On coche la case. Dans le nombre d'approches, nous devons mettre le nombre d'approches supplémentaires. Ici, nous voulons faire 2 passages, donc nous mettons 1. Pour le départ Z, nous devons arriver au milieu de notre machinage. Cette mesure correspond à l'épaisseur de la pièce, plus les 3 mm qu'on a rajoutés.
Donc pour calculer le milieu, nous devons taper E plus 3 divisé par 2. Or, Woodwop prend en compte la priorité des opérations. Comme vous le savez, la division l'emporte sur l'addition. Donc, nous devons mettre des parenthèses. Et voilà, nous avons programmé notre passe d'ébauche. Puis, nous voulons faire notre passe de finition. Pour cela, nous pouvons simplement copier et coller l'usinage avec CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je peux programmer ma passe de finition. Donc, il ne faut pas oublier de désactiver le fraisage par étapes, puis également de remettre la distance à 0. Et voilà, nous avons programmé notre pièce. Je vais juste passer en revue les étapes de perçage, de sciage et d'évidement, car ceux-ci sont un peu plus simples que les fraisages. Donc pour un perçage, on va dans l'onglet perçage, prenons un perçage vertical. Ici, j'aimerais juste vous rendre attentif que l'on peut soit choisir le milieu du groupe de perçage, ou alors le point de départ du premier perçage. Et également, nous pouvons soit choisir la longueur et l'entraxe du perçage, soit le nombre de perçages. Il faut également choisir perçage avec retrait lorsque la profondeur de perçage dépasse 3 fois le diamètre de celui-ci. On peut rentrer comme profondeur de la première passe la moitié de notre profondeur. Code de retrait et temps d'attente, nous pouvons laisser à 0. Pour les sciages, il y a également une ou deux techniques à connaître. La première est qu'on peut choisir le départ de notre rainure, soit au plus profond de la rainure, soit la longueur réelle de la rainure, ou alors la longueur de la rainure plus une distance de sécurité pour que la lame ne s'enfonce pas directement dans la matière. Si on veut juste faire une découpe, il est aussi possible de désactiver la largeur de la rainure, donc la machine saura que la largeur de la rainure est l'épaisseur de la lame. On peut également faire ce qu'on appelle une incise, c'est-à-dire qu'on va couper le revêtement du panneau pour pas qu'il y ait trop d'éclat. Ici, on peut mettre la profondeur de l'incise, donc par exemple 2 mm. On peut également régler le chevauchement de l'incise, mais il ne faut jamais mettre beaucoup, car sinon on verra une ligne tout le long du sciage. Une petite technique pour les évidements, si vous voulez faire un cercle, il est très facile d'en créer un en mettant le rayon du coin à la moitié de sa longueur et sa largeur. Donc ici, j'ai une longueur de 200, une largeur de 200 et le rayon de 200 divisé par 2, soit 100. Ça marche aussi. Et il ne faut pas oublier de mettre le sens de fraisage à sens horaire pour que le machinage se fasse en opposition. Nous voici arrivés au terme de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention.